C'était une belle journée de printemps, le 5 mai 1945. Le révérend Archie Mitchell, le nouveau pasteur de Bly en Oregon, et sa femme, accompagnés de quelques amis, sont partis pique-niquer et pêcher. Pendant que le pasteur garait la voiture, les autres se sont dirigés vers Leonard Creek. À un moment, le révérend a entendu sa femme crier « Regarde ce qu'on a trouvé! On dirait une sorte de ballon !» Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'armée impériale japonaise avait développé une bombe incendiaire à laquelle ils avaient fait traverser les 8000 km de l'océan Pacifique à haute altitude. Et pour faire voler la bombe, l'armée avait eu l'idée de l'attacher à un ballon géant. Seul le révérend le savait, mais au moment où il allait avertir les autres, une forte explosion a retenti. Seul Archie Mitchell a survécu, avec des blessures mineures, tandis que les 6 autres civils sont morts. La promenade paisible s'est ainsi terminée par la seule attaque mortelle sur le continent américain pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée japonaise a lancé plusieurs milliers de ces bombes vers l'ouest des États-Unis, mais peu de gens le savent. Pourquoi ? On va le découvrir aujourd'hui. Mais d'abord, un café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Je vous assure qu'on fait de notre mieux. Le plus probable, c'est que le premier ballon japonais repéré dans le ciel ait été vu au-dessus de Thermopolis dans le Wyoming en décembre 1944. Des mineurs qui étaient sortis la nuit ont vu le ballon, mais ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Il y a eu d'autres témoins, mais aucun ne savait ce qu'étaient ces objets volants. Enfin, évidemment, ils pouvaient voir qu'il s'agissait de ballons, mais des ballons bien étranges. Quelques jours après l'observation de décembre 1944, un autre ballon a été découvert, cette fois non pas en vol, mais au sol à Kalispell, dans le Montana. Celui-là portait une étiquette avec des inscriptions japonaises, comme si le ballon avait été fabriqué en usine. Au cours des dernières semaines de l'année 1944, plus d'une dizaine d'appareils similaires ont été signalés, et ce n'est qu'après ça que l'armée a commencé à s'y intéresser. Heureusement, l'armée a pris ça au sérieux et dès janvier 1945, le département de la guerre était convaincu qu'il s'agissait d'une arme japonaise. Et on continuait à en trouver. Ce ballon, par exemple, a été trouvé non loin de Bigelow dans le Kansas le 23 février 1945. Au total, entre novembre 1944 et avril 1945, l'armée impériale japonaise a lancé 9300 ballons depuis la côte d'Honshu. 300 d'entre eux ont été ensuite retrouvés ou repérés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Voici à quoi ressemblaient les trajectoires de ces ballons, du lancement à l'atterrissage ou à leur découverte, car oui, ils ont vraiment traversé le Pacifique. Mais avant d'envoyer un ballon, il fallait le faire décoller. C'était un processus compliqué, ne serait-ce que parce que préparer un ballon prenait entre 30 minutes et 1 heure et nécessitait 30 personnes. De plus, ces ballons ne pouvaient être lancés que sous certaines conditions. Entre novembre et mars, les conditions n'avaient été réunies que 50 jours et l'armée japonaise espérait lancer jusqu'à 200 ballons par jour depuis 3 sites de lancement. On ignore si l'objectif a été atteint, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup de gens ont assisté au lancement. Enfin, les lancements eux-mêmes étaient secrets, mais une fois les ballons en l'air, les habitants des zones environnantes les voyaient. Les témoins ont raconté comment ces méduses géantes s'élevaient dans le ciel et 2 jours après le premier lancement, une patrouille navale au large des côtes de la Californie a trouvé des morceaux de tissu dans l'eau. Ils les ont repêchés, ils ont trouvé des caractères japonais dessus et ils l'ont signalé au FBI. 2 semaines plus tard, lorsque d'autres débris ont été repêchés, l'armée a commencé à prendre ça au sérieux. On a vite compris comment fonctionnaient les appareils. Les ballons disposaient d'un système pour larguer du lest et se maintenir à la bonne altitude pendant la traversée de l'océan. Au total, le lest se composait de 30 sacs de sable, chacun pesant un peu plus de 2 kilos. Un article de Time du 1er janvier 1945 a révélé quelques détails supplémentaires. La présence d'une mèche de 20 mètres reliée à une petite bombe incendiaire et le fait que, d'après le FBI, les Japonais avaient laissé beaucoup d'infos utiles sur les sacs. Ils avaient été fabriqués quelques semaines auparavant, le 31 octobre, dans une usine japonaise. Des caractères révélaient également le nombre d'heures passées à la fabrication et des données sur les équipes de travail. Plus précisément, il s'agissait de ballons en papier remplis d'hydrogène de 10 mètres de diamètre, transportant 4 bombes incendiaires de 5 kg
et une bombe à fragmentation de 15 kg. Mais d'autres éléments ont permis d'identifier le pays d'origine. 2 ballons trouvés en Alaska fin décembre comportaient encore des sacs de sable. Ce sable a été envoyé à l'Institut géologique américain qui a déterminé qu'il ne pouvait provenir que d'une poignée de plages dans le monde. Toutes se trouvaient sur Honshu, la plus grande île du Japon. En fait, il ne semble pas que l'armée japonaise ait essayé de cacher l'origine des ballons. Mais le Japon n'avait sans doute pas prévu que les Américains abattraient ces appareils à coups de briques. Oui, je suis très sérieux. Vincent Bud Whitehead, un agent de contre-espionnage à Hanford, se souvenait avoir poursuivi et abattu un ballon depuis un petit avion. Il l'a fait tomber en lui lâchant une brique dessus. À cause du trou, le ballon a perdu de l'altitude, le gaz s'échappant. Puis, l'agent a signalé sa découverte et les services de renseignement sont arrivés avec du personnel spécial, des gants, des combinaisons de protection et des masques. En effet, à l'époque, l'armée s'inquiétait sérieusement du risque de guerre bactériologique. Une partie des craintes provenait du fait qu'on ignorait le but des ballons. L'armée soupçonnait qu'ils étaient lancés depuis des camps japonais pour personnes déplacées ou des camps de prisonniers de guerre allemands à proximité. Du point de vue du ministère de la Défense et du renseignement militaire, c'est de là que des armes biologiques auraient pu être lancées. C'est pourquoi on vérifiait que les ballons ne contenaient pas d'agents biologiques susceptibles de propager des maladies parmi les gens ou le bétail. Mais ils ne contenaient rien de ce genre. Selon une autre théorie, ces dispositifs incendiaires auraient pu déclencher des incendies dans les États de l'Ouest, obligeant les Américains à employer des ressources qui auraient été plus utiles sur le théâtre des opérations du Pacifique. De plus, l'hiver est une saison sèche, pendant laquelle les incendies peuvent être très destructeurs et se propagent facilement. Ces ballons auraient aussi pu provoquer la panique et ainsi affaiblir le moral du peuple américain. Mais en fin de compte, l'armée a conclu que les attaques étaient dispersées et sans but précis. Il a également été décidé qu'il valait mieux ne rien dire au public. Enfin, en vérité, l'info concernant les tout premiers ballons trouvés dans le Wyoming et le Montana est parvenue à la presse. Mais il s'agissait de journaux locaux qui n'ont pas publié de détails. Plus tard, dans un article de Time du 1er janvier 1945, on a pu trouver des infos plus précises. Mais dès l'instant où, durant la première semaine de janvier 1945, le département de la guerre a eu la preuve qu'il s'agissait bien d'une arme japonaise, la censure volontaire a été instaurée. Les autorités ont fortement demandé à tous les médias de ne rien dire sur ces ballons. Les services du département de la guerre se disaient « si les infos sur ces ballons étaient rendues publiques, ça informerait les Japonais de l'endroit et du jour où les ballons sont arrivés ». Ensuite, ces données pourraient être utilisées pour ajuster les lancements et rendre l'arme plus efficace. Bref, l'armée ne voulait pas faciliter la tâche à l'ennemi. Cependant, l'inconvénient était qu'en ne disant rien aux Américains sur ces étranges ballons volants, on ne leur disait pas non plus à quel point ils étaient dangereux. Si un ballon atterrissait dans le champ d'un fermier, des enfants risquaient fort de jouer à le toucher avec des bâtons. Il y a même eu des cas d'habitants ayant ramassé un ballon pour l'emporter avec eux, ou du moins ayant essayé. Après tout, tout peut servir dans une ferme. Par chance, il n'y a eu qu'un seul incident mortel, celui que j'ai mentionné au début de la vidéo. Et puis, le silence des médias s'est avéré très utile du point de vue du renseignement, car les Japonais n'ont eu connaissance que d'un seul incident avec les ballons aux États-Unis, grâce au journal chinois Takungpao. Le 17 février 1945, les Japonais ont utilisé l'agence de presse Domei pour une diffusion directe en anglais vers les États-Unis et ils ont prétendu qu'il y avait 500 ou 10 000 victimes selon les sources et de nombreux incendies causés par leurs ballons incendiaires. La propagande visait à exagérer le succès de l'opération et à avertir les États-Unis que les ballons n'étaient qu'un prélude à quelque chose de plus sérieux. Cependant, le gouvernement américain n'a pas réagi jusqu'au 5 mai 1945. Seuls les premiers décès ont forcé l'armée à changer son fusil d'épaule et à avertir les gens que ces dispositifs pouvaient être dangereux. Les autorités ont également souligné que les ballons ne représentaient pas une menace sérieuse, mais qu'ils devaient être signalés et surtout pas manipulés. Cela dit, malgré toutes ces bizarreries et un seul cas réel d'explosion, la bombe Fugo, c'était son nom réel, constituait la première arme à portée intercontinentale. En cela, elle a précédé les missiles balistiques.
Ainsi, bien que l'attaque japonaise à base de ballons incendiaires puisse sembler relativement inoffensive, elle a marqué le début d'un nouveau type de guerre qui est toujours d'actualité. À bien des égards, la tragédie de Bly a montré que le continent américain n'était pas inatteignable. Les États-Unis pouvaient être attaqués par un ennemi situé bien au-delà de leurs frontières. Auparavant, peu de gens l'envisageaient. Au fait, beaucoup de bombes Fugo n'ont jamais été retrouvées. Selon les estimations des armées japonaises et américaines, 10% des ballons ont survécu au voyage transocéanique et atteint l'Amérique du Nord. Ainsi, si 9000 ballons ont été lancés et que 10% ont atteint leur but, environ 900 ballons ont atterri aux États-Unis. Mais officiellement, on n'en a retrouvé qu'environ 300. Par conséquent, il est presque certain que les restes de ces autres ballons, explosifs compris, se trouvent quelque part dans la nature. C'est pourquoi les habitants du nord-ouest du Pacifique sont invités à la prudence lorsqu'ils explorent des zones inconnues. Et c'est justifié. Récemment, en 2014, un vieux ballon japonais a été retrouvé au Canada et il était encore opérationnel. Si je comprends bien, ça signifie qu'il pouvait encore exploser. Un autre cas récent date de 2019, également au Canada. En Colombie-Britannique, un homme chassait des chèvres de montagne au sein d'une petite équipe. Lorsqu'ils sont arrivés à la rivière Roche, l'homme est tombé sur un étrange dispositif qui s'est avéré être une partie d'une bombe Fugo. Mais si tant de bombes ont atteint la côte des États-Unis, pourquoi personne n'a signalé d'incendie ? C'est simple, les bombes se sont révélées inefficaces pour déclencher des incendies à cause de l'humidité. La seule fois où les ballons sont passés près de causer de sérieux dégâts, c'était le 10 mars 1945, lorsque l'un d'entre eux a heurté un fil à haute tension de la centrale électrique de Bonneville à Washington. Le ballon a produit des étincelles et il a pris feu, entraînant une panne de courant. En fait, le plus gros consommateur d'électricité était le site de Hanford du projet Manhattan qui a failli se retrouver coupé du réseau. Heureusement, il disposait de générateurs de secours. Ainsi, sans le savoir, l'armée japonaise a presque plongé dans le noir les créateurs de la bombe atomique. Il a fallu 3 jours pour remettre la centrale à pleine capacité et, exception faite du pique-nique tragique, c'est le seul dommage sérieux que les bombes volantes ont jamais causé. Pas étonnant qu'elles aient été considérées comme un échec. Le Japon a mis fin à l'opération en avril 1945. Plus tard, les enquêteurs ont découvert que les Japonais avaient prévu de fabriquer 20 000 ballons, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils ont également appris que la campagne avait été conçue pour venger la honte du raid de Doolittle. Voici des images qui montrent précisément ce raid, une opération où, pour la première fois, des bombardiers américains ont attaqué le territoire japonais. La rumeur dit que l'armée japonaise savait que les bombes volantes ne seraient pas efficaces, mais qu'elle les a utilisées pour remonter le moral du pays. Il n'était pas prévu de les utiliser pour une guerre biologique ou chimique. Ils étaient simplement censés voler et exploser s'ils y arrivaient. En l'absence de dégâts réels aux États-Unis, les médias japonais ont inventé de fausses histoires, affirmant que l'Amérique perdait le moral, évoquant des dégâts importants et de nombreuses victimes. De plus, selon 2 sources, l'armée japonaise a mis fin au programme par manque de ressources. Il ne restait presque plus d'arbres pour fabriquer le papier nécessaire. L'absence de résultats n'a pas aidé non plus. Mais qui a eu une idée pareille ? En fait, tout a commencé par la cartographie des courants aériens dans les années 1940. Pour ce faire, on lâchait des ballons dotés d'instruments de mesure depuis la côte ouest du Japon et on les récupérait à l'est. Ainsi, les chercheurs ont remarqué un fort courant aérien traversant le Pacifique à une altitude de 9000 mètres. Cette idée a coïncidé avec le concept né d'un laboratoire militaire japonais de ballons porteurs de bombes. L'idée, pour tout dire, remontait à 1933. Elle avait été oubliée, mais elle a connu une nouvelle vie lorsque, comme je l'ai dit, le Japon a voulu répondre au raid de Doolittle. L'Institut de recherche de Noborito a été chargé de trouver un moyen de bombarder l'Amérique et la bombe Fugo a repris du service. Les chercheurs ont conçu des bombes destinées à être lancées depuis des sous-marins au large de la côte ouest des États-Unis. Mais ce projet conjoint entre l'armée et la marine a été abandonné lorsque les sous-marins ont été rappelés pour l'opération de Guadalcanal en août 1943. Par la suite, les chercheurs ont concentré leurs efforts sur la conception d'un ballon transpacifique pouvant être lancé depuis le Japon et capable d'atteindre le continent américain. Après ça, ils ont testé le courant aérien d'hiver et ils ont découvert qu'un tel ballon pouvait, en théorie, voler pendant 60 heures et ainsi atteindre les États-Unis.
Cette découverte a entraîné la production de 10 000 ballons à l'approche de l'hiver 44-45. Ils étaient faits de washi, un papier japonais traditionnel fabriqué à partir de l'écorce d'arbre gampi. Ce papier japonais est très fin, aussi il fallait coller ensemble 3 à 5 couches à l'aide d'une pâte spéciale. Après quoi, les ballons étaient fabriqués à partir de papier washi laminé. Pour info, la fabrication d'un seul ballon nécessitait 3000 feuilles de washi. Pas étonnant que la matière première ait fini par manquer. Et puis finalement, un beau jour, le 3 novembre 44, jour anniversaire de l'ancien empereur Meiji, le premier ballon a été lancé. Ensuite, ce qui s'est passé, vous le savez déjà. Pour être honnête, l'attaque était tout sauf sous contrôle, car le résultat dépendait uniquement du vent. La plupart du temps, les lancements se faisaient en laissant les ballons partir et en voyant ce qui se passe. Le fait que les soldats japonais n'étaient pas en danger devait encourager le manque de rigueur. Au fait, pourquoi l'armée japonaise, alors qu'elle voulait infliger un maximum de dégâts à ses ennemis, a refusé d'utiliser des armes biologiques ? En fait, l'idée a traversé l'esprit des Japonais. Par exemple, ils ont très tôt songé à utiliser des puces infectées par le bacille de la peste. Mais les puces survivaient mal à haute altitude et l'idée a été abandonnée. Le virus de la peste bovine a également été envisagé, mais les Japonais y ont renoncé par peur de représailles. Ainsi, les armes biologiques ont été remplacées par des armes stratégiques destinées à semer la confusion chez l'ennemi et à le démoraliser si possible. Le plus intéressant, c'est que bien que la campagne ait été étrange et n'ait conduit à aucun résultat valable, l'utilisation de ballons s'est poursuivie après la guerre. Et ça continue encore aujourd'hui. Au cours des 6 ou 7 dernières années, 2 ballons ont été retrouvés au Canada et à fin janvier 2023, un ballon mystérieux a été repéré flottant au-dessus des eaux américaines. Puis il a survolé un lieu où étaient entreposés des missiles dans le Montana. Plus tard, un objet volant a été identifié comme un ballon de surveillance chinois. Il a été abattu près de la côte de la Caroline du Sud. Une autre fois, en avril 2023, un autre ballon a été repéré au-dessus d'Hawaï, ce qui a de nouveau suscité des inquiétudes et de la curiosité. Peu après, un responsable du département de la Défense a déclaré que le ballon ne représentait aucune menace pour l'aviation ou la sécurité nationale. Pourtant, selon un expert, malgré leur nature apparemment démodée, les ballons restent un outil important pour l'espionnage et la guerre. La principale différence entre les ballons japonais de la Seconde Guerre mondiale et les récents ballons chinois est que les ballons japonais étaient des armes offensives. Les ballons chinois semblent être conçus pour la surveillance. Quant à l'opération Fugo, vous pouvez en apprendre davantage sur son histoire au laboratoire du musée Noborito de l'ancienne armée impériale japonaise. Ce musée, situé sur le campus Ikuta de l'université Meiji, étudie en détail l'histoire et la mécanique des bombes à ballons, tout en sensibilisant aux dangers de la guerre. Vous me devez un like. À plus.